C'est génial. Bonjour. Pour tous et pour l'éternité, il reste l'auteur du 3e but de la finale de la Coupe du Monde de 1998. Et on est très heureux évidemment de l'accueillir aujourd'hui au Figaro. Merci d'être ici, Emmanuel Petit. Être un héros pour un pays tout entier et plus modestement pour sa propre famille, c'est quand même une charge lourde à porter. Est-ce que vous n'avez pas regretté parfois d'avoir accédé à cet événement, d'avoir réussi de cette façon? Charge lourde, pourquoi? Parce que c'est quelque part on ne s'appartient plus, c'est ça? Ouais. Non, au contraire, je trouve que je souhaite à n'importe quel footballeur, qu'à n'importe quel sportif, toutes disciplines confondues, de connaître ce que nous avons connu, le firmament. Et je souhaite à n'importe quel individu lambda de connaître ce genre d'émotion, parce qu'elle vous donne le sentiment d'exister, d'être un acteur privilégié et dans la vérité en permanence. Et la responsabilité que vous avez eue après vis-à-vis des Français et du pays tout entier? Ça, c'est un peu plus difficile, dans la mesure où, malgré tout, nous restons des êtres humains, donc nous sommes perméables, nous sommes aussi faits de qualités et de défauts, et qu'à ce titre, on peut aussi déraper certaines fois, à la fois dans son cadre professionnel, mais également dans son cadre privé. Donc c'est une trajectoire rarement linéaire, donc on peut à tout moment avoir des dérapages. Donc c'est difficile toujours de voir à quel point les gens vous aiment et vous témoignent leur amour par rapport à ce que vous avez fait il y a 20 ans maintenant. Mais en même temps, ça peut être une charge, effectivement, parce que quelque part, on a le sentiment qu'on est regardé d'une façon différente et que quelque part, on doit toujours montrer l'exemple, quoi qu'on fasse. Alors évidemment, cet événement mythique, vous en parlez dans votre dernier livre, c'est le 3e que vous faites paraître. Ça s'appelle Mon dictionnaire passionné de l'équipe de France. C'est édité chez Hugo Sport. On va le parcourir, hein, mais pas forcément dans l'ordre alphabétique. Vous revenez évidemment sur cette finale. Alors sous la lettre B pour Brésil, vous racontez qu'avant le match, vous êtes au bord de la pelouse, sur le banc de touche. Vous écoutez du Mozart à fond dans les oreilles. Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là que votre vie, elle va changer ? On en a conscience, effectivement. On en a eu conscience pleinement lorsque nous avons commencé à sentir un engouement extrêmement fort d'un point de vue populaire, mais également médiatique. Donc nous en avons eu conscience également lorsque nous avons dépassé ce que nos prédécesseurs, nos aînés avaient fait, aller jusqu'en demi-finale. Donc c'est vrai que juste avant la finale, quand on a vu l'impact que ça avait eu d'un point de vue social, entre guillemets, c'est vrai qu'on avait conscience qu'on était sur le point d'inscrire en lettres d'or l'histoire de notre pays au niveau du sport. B comme but. Oui. Ce but, c'est la cerise sur le gâteau de votre vie, c'est vous qui le dites. Oui. Pourtant, ce qui est très étonnant, et vous le dites aussi dans le livre, vous avez perdu le souvenir de l'émotion que vous avez ressentie dans les secondes qui ont suivi ce tir magique. C'est pas un peu frustrant? C'est frustrant, surtout que depuis donc quasiment 20 ans, je n'ai regardé la finale que 2 fois. La première fois, c'était à l'issue de la nuit qui a suivi la finale à la Coupe du Monde, à Clairefontaine. La deuxième fois, c'était lors de mon passage à Barcelone, où j'avais besoin de me revigorer, de revoir un petit peu mes exploits personnels pour me convaincre que j'étais toujours un bon footballeur. Donc, c'est effectivement, on va dire que ce sont des choses que l'on doit partager constamment avec le grand public. Donc c'est tout à fait, pour moi, c'est louable et c'est tout à fait logique. Black Blanc Beurre, c'est l'expression qui est née à cette période-là, qui synthétisait un peu l'atmosphère qui a engendré cet exploit. On sent dans ce livre un peu une amertume de votre part dans vos propos sur l'après-98, et vous dites d'ailleurs « on aurait pu faire mieux ». Qu'est-ce que vous avez loupé? En fait, j'ai eu la naïveté de croire que les personnes publiques, pas simplement dans le sport, ont un message à faire passer d'une façon générale. Alors, ça peut être par des prises de position politiques, culturelles, religieuses, ce que vous voulez. Je trouve qu'on vit à une époque aujourd'hui où la liberté de parole, qui a été fortement appuyée après les événements désastreux que nous avons connus ici à Paris, je trouve qu'on vit une époque où justement la liberté de parole est de plus en plus épiée, regardée, analysée et souvent vilipendée. Donc ça demande beaucoup de courage aujourd'hui de pouvoir s'extraire un petit peu de sa bulle médiatique et de prendre position en tant qu'individu, en tant qu'être humain, donc d'un point de vue civique. Donc c'est à ce niveau-là où je dis que le Black Blanc Beurre, qui a été pour moi une récupération politique après la Coupe du Monde, pour nous, ça ne nous a pas vraiment surpris, puisque c'est ce qui nous caractérisait, c'est ce qui nous définissait, et c'est ce qui a toujours été un petit peu le leitmotiv dans n'importe quel vestiaire collectif de tout sport. Donc
c'est ce qu'on en fait les politiques après que je trouve que je pense qu'on aurait dû aller un peu plus loin dans la démarche. Ouais. À propos de politique, c'est comme Chirac. Vous confiez que l'image qui a fait beaucoup rire de Jacques Chirac, que l'on voit dans les tribunes, essayer de répéter le nom des joueurs avec le speaker, elle ne vous a pas fait rire, cette image-là? Pour quelle raison? M'a pas fait rire parce que le président de la République est le premier représentant d'un pays, et notamment ici en France. Donc je peux comprendre que les politiques, de temps en temps, prennent du recul par rapport au sport parce qu'il y a une dimension aussi médiatique et sociale que des fois les politiciens ont du mal à avoir. Malgré tout, je pense qu'avec tout l'armada de personnes en communication qu'ils ont autour d'eux, je pense que quelqu'un aurait pu le briefer juste avant, 15 minutes avant l'annonce du speaker. Il vous a déçu aussi à un moment donné. Il y a une petite anecdote que vous racontez lors du 14 juillet à l'Élysée, quand vous êtes reçu par le président. Non, il m'a pas déçu. Enfin, il vous a déçu, c'est une façon de parler, c'était sur l'instant. Vous pouvez revenir sur cette anecdote, il vous a surpris en fait. Moi, j'ai toujours eu de l'affection pour Jacques Chirac, et là, il n'y a pas de connotation politique de ma part, je suis apolitique. Mais j'ai toujours aimé le personnage, Jacques Chirac, et également sa marionnette. Les Guignols à l'époque. Exactement, mais lors du passage à l'Élysée, en fait, il avait pris un ton un petit peu révérencieux et il m'avait dit qu'il ne m'aimait pas parce que son épouse m'aimait beaucoup. Et donc, en fait, c'était une boutade. Oui, bien sûr. Mais vous parlez de son regard sombre, parce qu'il serrait la main de tous les joueurs qui passaient avant vous. Il était très souriant et arrivé à votre niveau. Mais quelques secondes après, il a esquivé un sourire, donc j'ai compris que c'était une blague. Bien sûr. M comme maillot. Alors ça, c'est très surprenant. Vous dites que vous n'avez gardé aucun maillot. Oui, et au grand désespoir de ma mère, d'ailleurs, qui me l'a encore répété l'année dernière. Donc on est quasiment à 20 ans de la Coupe du Monde, où j'ai donné mes maillots à des anonymes. Et l'ensemble des maillots que j'ai pu collecter durant ma carrière, ainsi que tout objet, je les ai donnés à une fondation, à la fondation Carisport, à d'autres fondations également, pour les mettre aux enchères, pour pouvoir participer à des offres caritatives. Vous ne le regrettez pas, ça? Non. Je le regrette pour une seule chose en fait, mais maintenant avec les moyens de communication, je me dis que mes enfants auront la possibilité, si elles le souhaitent, de pouvoir se plonger dans ma carrière. Mais après, je n'ai pas ce côté fétichiste, j'ai pas ce côté matérialiste qui me rappelle en permanence ce que j'ai pu faire. Ouais. Ni superstitieux? Je le suis, mais pas sur les superstitions communes que l'on connaît aujourd'hui. Hein. On revient sur les A. A comme amitié. Oui. Quelles amitiés vous avez gardées et entretenues de l'équipe des Bleus de 98? J'en ai toujours. Pour être tout à fait honnête avec vous, je sors d'un déjeuner avec Patrick Vieira, qui est de passage pour 2 jours, puisqu'il est entraîneur à New York, et également Lyon-Thuram, où on s'est réunis, parce que vous savez qu'on prépare aussi les 20 ans de la Coupe du Monde l'année prochaine. Tout à fait. Donc on a des rendez-vous qui sont prévus à la fin de l'année civile, pour pouvoir tout peaufiner, justement, puisqu'on a un rendez-vous, je crois, le 21 juillet, après la Coupe du Monde qui aura lieu à Moscou, en Russie. Donc, pour moi, le mot amitié, c'est quelque chose de très fort qui me symbolise parfaitement. Donc, elles peuvent être sincères, les amitiés nées. Les amitiés peuvent être sincères, elles peuvent perdurer, et je pense que les amitiés peuvent se construire avant même qu'elles se construisent sur le terrain. Oui. D'ailleurs, c'est, à mon sens, plus préférable. Z comme Zinedine Zidane. Évidemment, il y a quelques années, vous aviez sorti un livre à fleur de peau qui avait fait beaucoup parler, qui s'était très bien vendu d'ailleurs, dans lequel vous vous étiez attaqué à Zidane. Est-ce que vous vous êtes réconciliés aujourd'hui? On ne s'est toujours pas croisés. Je pense qu'on s'en verra à la fin de l'année civile, dans ce fameux rassemblement avec France 98. Mais par la suite, j'ai pris aussi position en faveur de Zizou et je suis revenu également sur mes propos. C'est par rapport à ce que je viens de dire aussi précédemment, ou lorsque vous êtes une personne publique et que vous avez la notoriété et l'aura d'un garçon comme Zizou. On attend de vous que vous agissiez. Oui, mais c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce que vous faites face à des gens qui vous attendent en permanence, un petit peu dans des miradors, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous sortiez un petit peu du contexte dans lequel vous évoluez en permanence. Vous avez été souvent critique, vous l'êtes encore d'ailleurs sur le football, ses dérives, certains joueurs. Ce livre, à fleur de peau, et le suivant que vous aviez sorti quelques années après, Franc-Tireur, était l'occasion de développer, on va dire, vos arguments. Pourquoi vous n'avez jamais rompu les liens avec cet univers du football, définitivement ? Parce que depuis tout petit, depuis que je suis sorti du ventre de ma maman, dès que je voyais une sphère passer devant moi, il fallait que je tape dedans. Donc après, le football m'a pris par la passion et je suis tombé dedans comme Obélix. Vous savez, dans ma famille, tout le monde joue au football, donc mes amis pareil, mes cousins, tout le monde.
Donc c'est difficile d'en échapper. Il a fallu que je fasse un choix entre la natation et le football. J'étais performant dans les deux et effectivement, c'est plus facile de jouer au football dans la rue que d'aller nager. Mais bon, c'est quelque chose qui pour moi me caractérise, me symbolise, fait partie de moi intégrante. Je n'ai pas que ça comme passion, bien évidemment, mais j'adore le football par-dessus tout. J'aime beaucoup moins les constituantes du football. Oui. Mais justement, on a l'impression que vous êtes un peu seul à critiquer, à dénoncer, en tout cas à porter haut, on va dire, ces critiques. Ça fait 25 ans que vous les dénoncez. Est-ce que vous n'avez pas finalement le sentiment que vous prêchez dans le désert? Oui, toujours. Hein, toujours, mais je ne pense pas être seul. Je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent comme moi, malheureusement, comme je vais me répéter. S'exposer d'un point de vue médiatique, c'est de prendre des risques. Aujourd'hui, trouver des gens qui prennent des risques, allant même des fois même à se sacrifier en sachant que c'est peine perdue, parce que je ne suis pas stupide, je ne suis pas naïf. Avec le temps, j'ai compris comment fonctionnait le système. Mais quelque part, je me dis que je ne peux pas renier non plus mes convictions et mes valeurs. Vous ne voulez avoir aucun regret? Non, non. On peut ne pas m'aimer pour X raisons, mais on ne peut pas ne pas m'aimer pour ces raisons-là, en tout cas. Vous voulez rester intègre? En tout cas, avec ma conscience et mes principes, oui. Ah, comme Angleterre. Oui. C'est un pays dans lequel vous avez vécu de nombreuses reprises, puisque vous avez fait partie de l'équipe d'Arsenal, puis Chelsea après avoir quitté l'Espagne. Ce dictionnaire, c'est pour vous aussi l'occasion de vanter les mérites de ce pays, d'en dire du bien, contrairement à ce qui peut se passer en France. Alors du coup, on a envie de vous dire, mais pourquoi ne vous êtes-vous pas installé définitivement aussi là-bas? Puisque les Français si je m'étais installé en Angleterre, on m'aurait dit que je suis un exilé fiscal. Et quand je vois aujourd'hui ce qui peut se passer avec certaines personnes publiques, moi, j'ai toujours, quand j'ai arrêté ma carrière en Angleterre, je suis revenu vivre en France en sachant que je n'allais pas être épargné par le fisc. Aujourd'hui, je continue à ne pas être épargné par le fisc, mais bon, c'est comme ça. J'adore mon pays, j'adore l'équipe de France. J'aime beaucoup l'Angleterre également. Donc les rivalités franco-anglaises, je peux les comprendre d'un point de vue culturel et politique, mais je trouve que les Anglais sont probablement on se ressemble beaucoup quand même avec les Anglais. Donc c'est un petit peu « je t'aime moi non plus ». Ils vous agacent moins que les Français, on va dire. Moi, je me mets en premier quand je critique les Français. On est des râleurs, on est arrogants, on n'est jamais content, on est toujours en train de remettre en cause les choses. Donc c'est ce qui fait aussi la beauté aussi de notre pays, c'est qu'il y a constamment des débats. Donc des fois, ce sont des débats des fois, ce sont des débats qui n'avancent pas beaucoup, mais ça a le mérite au moins d'exister. Ah, comme argent, évidemment. Ça ne semble pas du tout être un sujet tabou pour vous, parce qu'à plusieurs reprises dans le livre, vous mettez en avant ce que vous avez gagné, selon que vous ayez fait une campagne de publicité ou quand vous avez changé de club. Les sommes que j'ai gagnées, oui. Pour quelle raison vous êtes aussi ouvert sur cet aspect assez privé et souvent tabou? Et ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis souvent posée également. Et je n'arrive pas à changer à ce niveau-là. J'aurais aimé être différent sur certains points de vue, être un peu plus conventionnel, consensuel, un petit peu plus diplomatique, apprendre à fermer davantage ma gueule à certains moments. Et ça m'a souvent joué des tours. Mais quelque part, je me dis, je ne vais pas me changer, je viens de fêter mes 47 ans. Quelque part, je ne traite que du foot. Alors c'est vrai que des fois, je sors un petit peu du carré, du foot, du rectangle vert du foot, mais en même temps, je n'ai pas commis de faute grave, je suis un citoyen lambda, j'essaye d'être un bon père, être un bon citoyen. Ce n'est pas évident aujourd'hui, mais quelque part, je me dis que, écoutez, si vous n'êtes pas content avec ce que je dis, vous avez la possibilité de changer de radio, de changer de télé. On est 7 milliards sur Terre, il y en a pour tout le monde. Est-ce que vous prenez toujours plaisir à suivre le football, à regarder les matchs, à vous intéresser à l'actualité des joueurs? Parce que depuis tant d'années, on pourrait prendre ses distances. Pourquoi je rigole? Parce que ça a été un sujet de conversation avec mon épouse ce week-end. D'accord. Et mes enfants également se plaignent un petit peu du fait que même si je suis très souvent avec elles, parce que j'ai 3 filles, donc je suis entouré de femmes à la maison, ça leur plaît pas beaucoup que je sacrifie aussi souvent mon temps libre à regarder des matchs de foot. En moyenne, je regarde entre 20 et 25 matchs par semaine. Donc ça vous montre à quel point le foot est particulier. Parce que je suis un passionné pour mon travail, parce que je considère que lorsqu'on est consultant, pas parce que vous avez été un ancien joueur de football avec un palmarès conséquent que tout d'un coup vous allez arriver sur un plateau et commencer à déblatérer ce que vous savez. Non, il faut s'intéresser. Le football est en mutation perpétuelle. Il faut s'intéresser à tous les paramètres qui font le football, pas simplement liés au terrain, au sportif lui-même,
mais il y a aussi le sponsoring, le merchandising. Vous avez également les gouvernances politiques. Enfin, tout est lié. Le foot amateur, je veux dire, il faut s'intéresser à tout si vous voulez être un bon consultant, je pense en tout cas. Donc vous y prenez quand même plaisir? J'y prends plaisir. Des fois, c'est un petit peu fatigant, ennuyeux, parce qu'on a un effet répétitif. Et puis, il n'y a pas que des beaux matchs à regarder aussi. Donc, on est obligé aussi de s'auto-flageller, à regarder des purges des fois. De quel joueur de l'équipe de France vous sentez-vous le plus proche aujourd'hui dans ce qui peut vous rappeler de ce que vous étiez vous au même âge? J'allais dire Matuidi et N'Golo Kanté, les deux milieux défensifs. Je considère que dans une équipe, vous occupez un poste qui souvent a un lien direct avec la personne que vous êtes dans la vie. Moi, j'aime beaucoup les milieux défensifs et notamment les défenseurs centraux, parce qu'il y a un altruisme qu'on retrouve un peu moins dans d'autres postes, ce don de soi, de générosité, ce sacrifice également en permanence. Alors, sont souvent des rôles ingrats, parce qu'on n'est rarement mis en valeur, mais quand ces postes-là ne marchent pas, c'est tout l'équilibre d'une équipe qui ne marche pas. Donc c'est essentiel, c'est une personnalité essentielle. La Coupe du Monde 2018, vous l'avez dit, se déroulera en Russie l'été prochain. Auparavant, pour l'équipe de France, il y a des matchs de qualification à jouer. Les deux prochains auront lieu le 7 et 10 octobre prochain. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe en définitive? Est-ce que vous la voyez très loin? Oui, je la vois très loin pour de multiples raisons. Je pense qu'on se qualifiera pour le mondial russe, même si on a deux matchs compliqués, notamment le déplacement en Bulgarie. Mais j'ai confiance en l'équipe de France, en son potentiel. Le réservoir également dont dispose Didier Deschamps est sans commune mesure avec ce qu'ont pu connaître ses prédécesseurs. Aujourd'hui, on a la capacité de construire deux équipes de France qui se valent. Donc, je pense que je suis impatient de voir comment Didier va pouvoir organiser tout ça. Il a l'or dans les mains. Pour moi, il a de l'or dans les mains. Il a presque, j'allais dire, un caillou qu'on a trouvé et il sent simplement le façonner. Il y a quelque temps, vous confiez votre souhait de vous impliquer beaucoup plus sur le terrain, éventuellement d'être un entraîneur. Où elle en est cette envie? Je ne sais pas où vous avez pêché ça parce que j'ai jamais émis le fait d'être entraîneur. Au contraire, la seule raison pour moi d'être entraîneur, c'est d'entraîner mes filles. Je veux être présent dans l'éducation de mes enfants en permanence. Je pourrais avoir une nénie, s'occuper de mes gosses, mais je ne le fais pas. Mais pour revenir à votre question, je n'ai pas vocation de devenir entraîneur parce que, premièrement, je n'ai pas l'âme d'un entraîneur et je trouve que pour moi, la vie est beaucoup plus importante que le football. Comment vous allez célébrer les 20 ans de la victoire des Bleus qui tombe pendant la Coupe du Monde? Vous disiez que vous étiez en train de baliser un peu l'événement. C'est quoi? C'est une réunion d'anciens, un match de revanche contre le Brésil, c'est ça? Pour les Brésiliens surtout. Mais non, c'est l'occasion pour nous un petit peu de boucler la boucle, parce que là on commence à tous vieillir. Comme je vous ai dit, je viens de fêter mes 47 ans, même si je m'astreins toujours à du sport au quotidien. J'essaie de garder la ligne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes coéquipiers ont également vieilli. Certains sont en surpoids également. Donc, en surpoids, carrément. Oui, donc ça sera l'occasion de nous retrouver et de nous replonger. Et s'exercer un peu pour reperdre ce qu'ils ont pris, c'est ça? Oui, non. Mais je pense que c'est simplement l'opportunité pour nous de nous retrouver. C'était l'amitié qui nous a unis sur le terrain. Donc c'est très symbolique. Oui, et puis je pense aussi qu'on fait non seulement partie de l'histoire du foot français, mais quelque part aussi du patrimoine français. Donc on a besoin aussi d'avoir cet échange avec les gens, parce que tous les jours, les gens nous arrêtent dans la rue. Avant d'arriver ici au Figaro, on m'a arrêté une dizaine de fois dans la rue. Donc c'est... Cet élan d'affection en permanence, on ne peut pas y mettre un terme définitif. Donc on a besoin aussi, donc rassurez-vous, le contenu du match, ce ne sera pas le plus important, ni le résultat. C'est la symbolique qui entourera le match, c'est tout. On va passer tout de suite aux internautes qui vous regardent. On va écouter, je vais vous soumettre leurs questions. C'est tout de suite question des internautes. On va le dire tout de suite. Bonjour à Alberto, Lou et Moez qui sont très contents de revoir Emmanuel Petit. Babacar vous demande, comprenez-vous certains choix de Didier Deschamps en équipe de France? Alors, vous savez, il y a 70 millions de sélectionneurs en équipe de France. J'ai été, moi aussi, un peu frustré sur un passé assez récent de voir que Didier, des fois, pouvait
peut-être mettre une formation un peu plus frileuse que d'habitude en regard du potentiel offensif qu'il peut avoir. Mais c'est vrai que le football, comme je disais tout à l'heure, est en mutation permanente. Donc vous avez des joueurs qui sont en forme et qui, en l'espace de 2 mois, peuvent traverser aussi des périodes sombres. D'autres joueurs qui, dans l'intervalle, peuvent se révéler également. Donc il faut essayer de composer avec tout le monde. Il ne faut pas avoir une vision simplement à court terme lorsqu'on est sélectionneur, puisque vous avez toujours des échéances de qualification, soit en championnat d'Europe, championnat du monde. Donc vous devez vous composer une ossature et après vous devez faire en fonction des états de forme des uns des autres, des blessures, des suspendus. Donc j'ai été frustré, oui, à certains matchs par Didier. Je l'ai dit publiquement dans les médias. Je pense qu'il n'était pas content avec ça. Mais c'est mon avis, tout simplement. Oui, certaines fois, vous dites dans le livre, vous l'avez félicité et il ne s'est pas privé de vous appeler et de vous remercier pour ça. Bertrand demande si Kylian Mbappé sera le futur Ballon d'Or. En tout cas, il a le potentiel pour. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une excitation qui l'entoure, quand je vois comment il gère justement tout ce vacarme médiatique avec la spéculation financière qui l'entoure, quand je vois la maturité, la précocité dont il fait preuve, en plus du talent qu'il démontre à chaque match, les responsabilités qu'il arrive à prendre, pour preuve encore ce qu'il vient de faire récemment avec le Paris Saint-Germain alors qu'il est entouré d'immenses stars avec un pédigré long comme le bras. Je me dis que ce garçon, s'il continue sur cette lancée-là, en gardant la tête sur les épaules, en essayant de progresser en permanence, il a de fortes chances, oui, tôt ou tard, de gagner un Ballon d'Or. Donc d'être considéré comme le plus grand joueur du monde ? Oui, par définition, lorsque vous êtes Ballon d'Or. Après, il y a des composantes marketing, merchandising que je n'aime pas dans le Ballon d'Or. Je trouve aussi qu'il y a des joueurs qui sont volontairement écartés d'une liste de Ballon d'Or pour les mêmes raisons. Victor demande, que pensez-vous de Zidane en tant que coach du Real Madrid? Est-il le futur sélectionneur des Bleus? J'aimerais bien. Sincèrement, j'aimerais bien. Je suis bluffé par son travail au Real Madrid. Et sincèrement, j'avais des doutes sur sa capacité à pouvoir gérer un vestiaire, pas dans le sens où il ne connaissait pas le football et il n'avait pas la dimension pour pouvoir gérer les égos d'un vestiaire. Bien au contraire, c'est dans la communication, de se faire violence. Vous savez, quand vous êtes entraîneur d'un grand club comme le Real Madrid, tous les jours, vous êtes rompu à des dizaines de questions et que ça vous a l'impression d'être quelque part dans un poste de police et dès que vous ne donnez pas la réponse qu'il faut, vous êtes confronté justement aux réponses précédentes. Donc c'est sa personnalité où j'avais quelque part des doutes, où il fallait qu'il se fasse violence justement pour pouvoir s'imposer dans la peau d'un entraîneur. Il m'a bluffé. Sincèrement, quand je vois ce qu'il fait au Real Madrid, alors qu'il y a des grands entraîneurs qui sont passés avant lui, avec les échecs que l'on connaît, je me dis que sincèrement, chapeau, félicitations, j'ai pas d'autre mot à dire. Loïc demande si vous voyez revenir Benzema en équipe de France, puisqu'on l'attend pour beaucoup, certains l'attendent. La seule possibilité serait que peut-être que Zizou devienne le sélectionneur de l'équipe de France. Je pense que ça serait peut-être une porte qui se réouvrirait pour Benzema. Mais le problème de Karim, malheureusement, en dehors du climat anxiogène dans lequel on vit aujourd'hui, politico-social, qui a des répercussions également dans le monde du sport, on s'aperçoit qu'un clou était enfoncé et que malheureusement, son dérapage médiatique avant l'Euro de l'année dernière, il a pris le marteau pour enfoncer le clou lui-même. Donc c'est dommage qu'une affaire qui relève simplement d'un fait privé, mais certes judiciaire, ait des conséquences sur la carrière de Karim Benzema avec l'équipe de France. Donc, vous savez, c'est un sujet extrêmement sensible qui entoure Karim avec l'équipe de France pour les raisons que tout le monde connaît. Ce sera ma dernière question. Il y a 20 ans, à la question qui vous avait été posée, pour vous, le bonheur absolu, c'est quoi? Vous aviez répondu, c'est avoir le sentiment d'avoir accompli ce pourquoi on est fait. Vous l'avez atteint, cet absolu? Pas encore. Qu'est-ce qui vous manque? D'un point de vue professionnel, j'ai été comblé plus que je n'aurais imaginé. D'un point de vue privé, j'ai connu plusieurs vies également. Je ne souhaite qu'une chose aujourd'hui, c'est que mes enfants puissent s'émanciper dans la dangerosité dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous restez optimiste? Je reste optimiste, mais pas naïf. Vous voyez la nuance? C'est que quand je vois dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouve qu'il y a une escalade de violence, de radicalisation, qui m'effraie, oui, par-dessus tout.
Merci beaucoup, Merci. Emmanuel Petit, pour cet entretien. Je rappelle la sortie de votre ouvrage, Mon dictionnaire passionné de l'équipe de France, que je recommande évidemment fortement parce qu'on y trouve énormément d'informations. Vous l'avez écrit en collaboration avec Daniel Riolo, qui est journaliste et éditorialiste sur RMC et SFR Sport. Et on vous retrouve également sur ces deux stations et antennes pour les grandes rencontres de football, puisque vous y êtes consultant. Merci encore et à la semaine prochaine pour ce qui nous concerne. C'est génial. Bonjour.